À l'évidence, ce qui restera du président Giscard d'Estaing au niveau international, c'est sa dimension européenne. C'est vraiment Giscard l'Européen. Il y croit profondément. C'est un européiste convaincu et ça s'est traduit par sa très grande proximité, son amitié avec le chancelier allemand Helmut Schmidt. C'est sans doute le couple franco-allemand le plus uni qui a existé sous la Ve République. L'un était plutôt de droite, l'autre, Helmut Schmidt, était plutôt de gauche, mais ça ne les a pas empêchés de faire progresser l'Europe ensemble en créant notamment ce qu'on appelait à l'époque le serpent monétaire européen, le système monétaire européen, qui est au fond à l'origine de la monnaie que l'on a aujourd'hui sur nos cartes bancaires et nos portefeuilles, à savoir l'euro. Donc c'est vraiment Giscard l'Européen. Le grand apport de Giscard d'Estaing, qui va être d'ailleurs mal compris à l'époque, c'est qu'il considère que la France est devenue une puissance moyenne. Il dit aux Français, la France aujourd'hui c'est 1% de la population mondiale et au fond ce n'est plus cette énorme puissance qu'elle était au XIXe siècle ou encore dans la première moitié du XXe siècle. Donc là, il y a une sorte de rupture par rapport au fantasme d'une grande puissance telle que les Français pouvaient encore se la représenter au travers de la figure du général de Gaulle. C'est mal compris et en même temps, c'est la preuve d'une très grande lucidité de sa part. Ça l'a entraîné effectivement vers l'ambition européenne, mais aussi vers une nouvelle forme de gouvernance mondiale dans laquelle la France avait un rôle d'influence. Et c'est pour ça qu'il va créer le G5 à l'époque, c'est-à-dire la réunion des grandes puissances occidentales pour essayer de se concerter. Valéry Giscard d'Estaing est plutôt ouvert sur le bloc de l'Est, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est plutôt quelqu'un qui va essayer de maintenir un bon dialogue avec l'Union soviétique, à tel point qu'il se fera attaquer très sévèrement par François Mitterrand, qui lui reprochera un jour d'être le petit télégraphiste du Kremlin dans l'affaire polonaise. Ça a été un septennat tout entier marqué par la guerre froide. Mais fidèle à la politique du général de Gaulle, dont il avait été le ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing a toujours maintenu de bonnes relations avec l'Union soviétique. Au Moyen-Orient, Valéry Giscard d'Estaing s'est inscrit dans la continuité du général de Gaulle et de Georges Pompidou, c'est-à-dire une certaine distance avec Israël. Ses relations avec Israël ont été très mauvaise. Il n'y est jamais allé en Israël en tant que président et les Israéliens lui ont reproché une image, y compris la communauté juive de France, où l'on voyait le président Giscard en Jordanie regarder, Jordanie qui était officiellement en guerre avec Israël, regarder le territoire israélien depuis la Jordanie au travers de jumelles sur un poste militaire. Cette image a symbolisé la difficulté de la relation qu'il a eue avec l'État juif. Donc effectivement, ça a été un moment difficile dans les relations entre la France et Israël. Un autre dossier, c'est le dossier iranien. Valéry Giscard d'Estaing est le dernier président de la République française. Ça s'est rendu en Iran. C'était avant la révolution islamique de 1979, à l'invitation du Shah. Puis il a reçu, hébergé en France, l'ayatollah Khomeini, avant que celui-ci revienne en Iran et prenne le pouvoir. Alors, le président Giscard d'Estaing était un homme passionné par la Chine. Il comprend très très vite ce qu'il est en train de s'y passer à la fin de l'ère maoïste en 79. C'est le moment où Deng Xiaoping va prendre les commandes de la Chine communiste et sortir la Chine communiste du maoïsme pour en faire la puissance considérable qu'elle est devenue aujourd'hui. Il en est au tout début de ça, puisque c'est vraiment les prémices de ces réformes, mais il le comprend. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'après son mandat présidentiel, après 81, il va énormément s'intéresser
à la Chine au point d'apprendre le chinois qu'il parlait, dit-on, avec un accent auvergnat. Mais en tout cas, il a fait cet effort. En cela, c'est certainement l'un de ses rares points communs avec Jacques Chirac. On sait que les deux hommes ne s'appréciaient guère. C'était l'importance que tous les deux accordaient à la Chine et à sa civilisation. Le septennat de Giscard d'Estaing est un septennat très néocolonial en quelque sorte. Il fait énormément d'interventions. Je me souviens de l'envoi des parachutistes français à Kolwezi, au Zaïre. On se souvient surtout des problèmes avec Bokassa, l'empereur de Centrafrique, et l'affaire des diamants qui va plomber la fin de son septennat et vraisemblablement lui coûter sa réélection en 1981. L'Afrique, c'est un continent très important à ses yeux parce qu'il est dans cette tradition néocoloniale. En même temps, n'oublions pas un élément de sa personnalité, c'était un grand chasseur devant l'Éternel, et on sait qu'il allait chasser en Afrique, ça lui a coûté très cher politiquement. On ne peut pas dire qu'il ait senti que l'Afrique était autre chose qu'un terrain de jeu néocolonial. C'est certainement l'un des points négatifs de son septennat, et négatif d'abord et avant tout pour son propre destin.